moi, je me sentais pas de voler aussi près du sol. Enfin, voilà, c'est sûr que sur le moment, il y a eu une prise de risque. « 4-5 secondes plus tard, on n'entendait plus en fait, le bruit des réacteurs. On s'est rendu compte qu'il n'était plus en l'air, quoi. Le parachute de secours n'a pas eu le temps de s'ouvrir, quoi. Pire moment de ma vie, quoi. Bonjour, je m'appelle Fred, je suis spécialiste de la chute libre, avec plus de 20 000 sauts à mon actif. J'ai volé pendant 20 ans avec mon meilleur ami, mon coéquipier, qui est décédé en 2020. Et je vais vous raconter mon histoire sur Légende. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Legend Story, on reçoit Fred Fugin, spécialiste de wingsuit, ces combinaisons qui permettent de voler sur de longues distances comme un oiseau. Moi je m'appelle Antoine, je serai derrière la caméra pour poser des questions. Vous allez voir, l'histoire de Fred est incroyable. Il va nous parler de ses records du monde, des exploits qu'il a réalisés, mais aussi du drame qu'il a vécu avec son meilleur ami en plein vol. Il va nous raconter tout ça. Mais d'abord, notre partenaire, c'est Winamax. Je voulais les remercier avant de commencer l'émission. Winamax, c'est un site de paris sportifs et de poker en ligne. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez parier sur toutes les rencontres sportives des plus grosses compétitions. La Ligue des champions en football, la NBA, le top 14. Vous pouvez aussi parier sur du MMA, du hockey sur glace, même du golf. Quand vous ouvrez un compte, vous avez aussi la possibilité de jouer au poker en ligne. Vous pouvez commencer avec de l'argent fictif au début, avant de miser votre argent réel dans des rencontres contre d'autres joueurs de votre niveau. Et quand vous vous inscrivez, vous pouvez aussi faire un premier dépôt jusqu'à 100 € avec le code LEGEND10. Et vous recevrez également 10 € supplémentaires. Et en plus, si vous perdez votre premier pari, Winamax vous rembourse jusqu'à 100 €. Je le rappelle, mais les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir. Allez, tout de suite, on passe à Fred Fugin sur Légende. Est-ce que tu peux te présenter, Fred? Je m'appelle Fred Fugin, je suis parachutiste professionnel. Je pratique la chute libre depuis 28 ans. Il y a plusieurs disciplines qui sont associées à mes pratiques de la chute libre, mais on va dire qu'à la base, voilà, je viens du parachutisme. Est-ce que tu peux me raconter comment c'est venu, cette envie de sauter en parachute comme ça? En fait, moi, j'ai grandi dans une famille de parachutistes. Enfin, mes parents sont tous les deux parachutistes. Ils se sont rencontrés sur un centre de parachutisme. Donc, en fait, c'était tous les deux leur passion. Et du coup, moi, j'ai vraiment grandi là-dedans. J'ai passé tous les week-ends de mon enfance sur les centres de parachutisme, à regarder mes parents qui sautaient avec leurs potes. Et voilà, donc pour moi, la chute libre, sauter d'un avion, c'était la normalité. C'était vraiment comme ça que j'ai grandi. Et voilà, donc j'ai pas eu besoin de chercher bien loin. Et j'ai chopé cette passion tout jeune, du coup. Ok. Tu te souviens de ton premier saut? Je me souviens très bien de mon premier saut. À l'âge de 10 ans, mon père m'a emmené en parachute, un saut en tandem avec lui, il était moniteur. Et du coup, j'ai adoré en fait. Ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà un moment que je demandais à sauter. Enfin, lui, il m'a pas poussé du tout. Il voulait savoir si je voulais sauter. Et puis, j'ai dit oui. Il m'a emmené à 4000 mètres avec d'autres personnes qui ont sauté avec moi et c'était énorme, c'était une claque. J'ai vraiment kiffé. Après, je trouvais, pour moi, c'était normal. Tu sais, quand t'es accroché à ton papa, t'as pas peur. En plus, t'as 10 ans, tu te rends pas compte de tout. Même si j'ai quand même eu peur au moment où je me suis rapproché de la porte de l'avion, je me suis dit waouh. Et puis là, j'ai pris une claque de vent relatif et puis je suis parti à 200 km/h. Mais je me rappelle très bien, il y a quelqu'un qui est venu en chute me tenir la main. J'ai tourné la tête et là, j'ai vu sa tête avec les cheveux qui volaient comme ça dans le vent et ça m'a fait un effet. C'était hallucinant, j'ai des images dans la tête, vraiment, je m'en rappelle très bien. Et j'ai adoré, et je me suis dit que je voulais recommencer, quoi. Est-ce que c'est naturel pour l'homme de sauter comme ça? Pour moi, c'est naturel, parce que voilà, j'ai grandi là-dedans, parce que je suis habitué. Maintenant, c'est clair que c'est pas naturel de sauter d'un avion, on est d'accord, mais en tout cas, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est le fait de pouvoir... grâce au matériel, grâce aux techniques de chute libre, pouvoir un peu défier, enfin je dirais pas trop défier les lois de la gravité, mais en tout cas s'amuser avec la gravité, s'amuser avec la chute libre, partager des moments qui sont super intenses avec des potes dans le ciel et même si c'est pas naturel, pouvoir ouvrir le parachute et se poser en sécurité, quoi. Dans ton livre, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs, t'écris « Comme tous les enfants de 10 ans, je fabriquais mes propres parachutes miniatures ». Pour toi, à cet âge-là, c'est normal de faire ça. Est-ce que tu te rends compte que pour tous les enfants de 10 ans, c'est pas forcément une normalité? Tu te rends compte de ça maintenant ou pas? Ouais, bien sûr, je me rends compte. Mais après, voilà, quand on est petit, moi j'étais sur le centre de para le week-end, il y avait des enfants, d'autres enfants d'amis de mes parents qui étaient là, on jouait autour des parachutes, on allait voir l'avion. Voilà, donc oui, c'est sûr que comme tous les gamins, on voulait essayer d'imiter ce que faisaient nos parents. On avait des mini parachuterons,
on mettait des petits bonhommes au bout et puis on les jetait en l'air ou on montait dans le hangar, on les jetait du haut du hangar pour les faire voler. Et ouais, je me rends bien compte que c'est pas la majorité des enfants qui font ça. Mais nous, c'était notre passe-temps. Ouais. Lors de ton premier saut, tu te dis que tu veux faire ça toute ta vie ou pas? Est-ce que ça devient tout de suite un déclic ou ça met un peu de temps? Non, en fait, le premier saut, je me suis dit que je voulais recommencer. Ça, c'est sûr. J'étais sûr quand j'étais sous voile, une fois que le parachute s'est ouvert. Parce que la chute libre, c'est vraiment très intense. On a de l'air dans la figure et tout ça à 200 km/h. Mais une fois que le parachute s'est ouvert, je me suis dit, waouh, c'était trop cool. J'avais déjà envie de recommencer. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les ans, mon père, avec ma petite sœur, il nous proposait de nous emmener en tandem, de nous offrir un saut en parachute si on passait en classe supérieure. Donc, il y avait quand même le côté, voilà, c'était pas tout gratos, tout facile. Il fallait quand même, voilà, il y avait un peu la carotte, bosser à l'école. Et puis, du coup, tous les ans, je faisais, voilà, quand je passais en classe supérieure. D'ailleurs, une fois, j'ai redoublé, j'ai pas eu droit à sauter en parachute. Donc, c'était un peu, voilà, mon père, il était strict, mais c'est sûr que j'avais envie de continuer. Et en fait, c'est en 96, quand j'ai commencé la chute libre seul, là, j'ai vraiment adoré parce qu'il y a un moment où j'attendais vraiment de pouvoir sauter seul. C'était un peu long à la fin quand j'étais adolescent. Vers les 14-15 ans, j'avais plus trop envie de venir sur les centres de para, justement, parce qu'à un moment, j'avais envie d'y aller, j'ai envie de sauter. Je regardais les autres qui sautaient, j'étais là, bon, c'est bon, j'en ai marre. À partir du moment où j'ai commencé à sauter seul, c'est là que j'ai vraiment kiffé. Que finalement, dès que j'ai commencé le free fly, c'est une discipline du parachutisme, dès que j'ai commencé à goûter ça, ouais, c'est devenu une passion tellement énorme que après, je voulais plus faire que ça, quoi. Dans ton livre, tu dis qu'à ce moment-là, ta peur, c'est pas de sauter, mais c'est plus l'école. C'est plus la livraison de tes devoirs à tes parents. Une peur, c'est pas vraiment une peur, mais disons que c'était... Ouais, c'est sûr que l'école, c'était un peu long, j'en avais un peu marre. Il n'y avait pas vraiment une discipline... une matière qui m'intéressait plus que ça, voilà, j'en avais un peu marre. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à sauter en parachute, je crois que j'étais en première, quand j'ai commencé à sauter seul, là, je pensais plus qu'à ça. Donc après, c'est sûr que l'école, j'étais un peu déconnecté. Tu vois, même le week-end, je traînais avec des gars sur la drop zone qui avaient 10 ans de plus que moi. Du coup, tu vois, j'arrivais à l'école pour raconter à tes camarades d'école ce que t'as fait le week-end. Ouais, j'ai fait du free fly, on est parti tête en bas, on était à 300 km/h, on a fait des trucs. Enfin, tu vois, j'étais un peu... Donc bon, c'est sûr que j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir arrêter l'école pour faire que de la chute libre, quoi. En parlant de ça, du coup, après le bac, tu galères un petit peu dans les études. Tes parents te forcent un petit peu à faire un BTS. Mais à ce moment-là, tu bosses pour plier des parachutes, tu donnes des cours, il me semble également. Elle est comment cette période? Après le bac, j'étais passé un été, en fait, 2 mois sur un centre de parachutisme pour plier des parachutes parce que mes parents, ils me payaient quelques sauts en parachute, mais bon, c'est quand même, ça coûte un peu cher. Et du coup, ils m'avaient dit, si tu veux te payer plus de sauts, faut bosser, quoi. Donc, le moyen pour financer les sauts, c'était de plier des parachutes. Je suis parti 2 mois plier des parachutes et au moment de la rentrée, j'avais pas du tout envie de rentrer, en fait. Donc là, j'ai commencé un BTS Action Co, mais qui me plaisait pas du tout. Je me suis arrêté au bout de 3 mois. En disant à mes parents, je vais changer de BTS l'année prochaine. Et en fait, là, je suis parti toute la saison pour plier des parachutes en attendant le mois de septembre d'après. Et en fait, là, c'était la déconnexion totale d'avoir passé 6 mois sur la drop zone à sauter avec mes potes et à faire du free fly tous les jours. Et du coup, j'ai pas voulu reprendre des études. Et malgré le fait que mes parents soient parachutistes, ils savaient que justement dans le milieu du para, c'était compliqué de vivre, c'était compliqué de faire de l'argent. Ils n'avaient pas envie que je finisse, que je traîne sur la drop zone comme ça. Enfin, ils avaient envie, voilà. Et donc, ils m'avaient dit, fais au moins un BTS, fais au moins 2 ans d'études t'auras un diplôme si jamais. Mais moi, à cet âge-là, tu vois, 2 ans d'études, ça te paraît une éternité, quoi. Donc, j'étais là, mais non, mais moi, c'est maintenant, j'ai envie de faire du free fly. Je commence plus, c'était le début d'une nouvelle discipline dans le parachutisme. Et j'étais dedans et j'avais vraiment envie de faire que ça. Et du coup, j'aurais dit, mais non, mais moi, en fait, je vais être moniteur de free fly. Et bon, moniteur de free fly, ça existait quasiment pas à l'époque, il y avait rien, enfin, c'était vraiment le début. Le free fly, en fait, c'est une discipline du parachutisme qui consiste à voler en 3 dimensions, la tête en bas, la tête en haut. Tu vois, à l'inverse des disciplines où tu ne chutes que à plat ventre et t'es à 200 km/h, là, tu peux vraiment voler ton corps en 3D, faire des mouvements en 3D, et tu peux atteindre des vitesses de 300, 350 km/h. Et donc, c'était une nouvelle mouvance, en fait, une nouvelle discipline dans le parachutisme. Et moi, j'ai commencé un peu au début de ce truc-là. Donc, en fait, j'étais vraiment dans ce nouveau style de vol. Et donc, j'ai appris avec les pionniers, avec les gars qui étaient les premiers en France à voler comme ça. Et j'étais à fond. Et du coup, je leur ai dit, non, mais en fait, moi, j'ai envie d'arrêter les études, je vais aller plier, tant pis, et voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une discussion, un moment avec mon père, où il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, c'est ta décision, tu veux faire ça, mais tu ne me reprocheras jamais
de ne pas t'avoir poussé à finir tes études. Et là, j'ai regardé dans les yeux en lui disant « Ok, mais tu sais, t'as quand même la petite goutte qui est là en disant bon. » Mais voilà, en fait, j'étais sûr de moi, voilà, même si ça faisait un peu flipper, mais je suis trop content de ce qui s'est passé parce que c'était le bon moment, c'était le bon truc, mais c'est pas facile à ce moment-là de se lancer dans quelque chose qui est un métier qui n'existe pas. Tes parents, même s'ils connaissent le monde du para, qui te disent tu devrais continuer tes études et enfin voilà, c'est sûr que sur le moment, il y a eu une prise de risque, mais je me rends compte avec le recul que si c'était à refaire, je referais exactement la même chose et que c'était la bonne décision, quoi. Du coup, à ce moment-là, tu plies des parachutes pour financer tes sauts. Tu deviens même une machine à plier des parachutes. T'en plies énormément et très rapidement. Ouais, j'ai plié des parachutes pendant 3 ans. Et notamment plié pour l'équipe de France. Et donc, quand on pliait pour l'équipe de France, on faisait des sessions de 600 pliages en 10 jours. C'était des grosses sessions. Mais en fait, pendant 3 ans, ça m'a vraiment permis de gagner de l'argent et de financer mes sauts pour ma propre progression. Et à l'issue de ces... Donc, ça m'a même permis de voyager, parce que mes premiers voyages aux États-Unis, en Arizona, en Californie, l'hiver, alors que l'hiver, ça saute pas en France, en Europe, à cause de la météo. Je partais l'hiver avec des potes pour plier aux US. Et donc, c'est le pliage de parachute qui m'a permis de voyager, de rencontrer des gens, de progresser, de financer mes sauts. Et à l'issue de ces 3 ans, j'ai commencé à donner des cours de free fly. Et l'année d'après, je suis rentré en équipe de France. Donc, c'était vraiment ultra bénéfique de m'être concentré sur ma progression et de vraiment avoir fait en chute libre ce que je voulais faire grâce au pliage de parachute, quoi. Peu de temps après, tu rencontres Vince, qui va par la suite devenir ton meilleur ami. Est-ce que tu te souviens de votre rencontre? Ouais, en fait, la toute première fois que je l'ai rencontré, c'était marrant parce qu'il sautait pas encore, mais moi je m'en rappelais pas en fait. C'était une histoire qu'il m'avait racontée. En 99, moi je pliais donc sur ce centre à la Palisse. Et puis, moi, c'était mon boulot, quoi. Je pliais des parachutes contre de l'argent. Et à un moment, il y a un gamin qui s'est pointé sur la zone de pliage et qui a commencé à plier. Puis on lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit je plie pour les potes de mon père. Mais en fait il pliait gratuitement pour leur rendre service. Et j'étais là mais en fait on l'a viré, quoi. J'étais avec un autre gars et puis on lui a dit non mais attends, ici tu plies pas gratos. Enfin genre en fait c'est notre boulot de faire ça. Et en fait on l'a viré, quoi. Et ça je m'en rappelais même pas parce que l'année d'après il est revenu en mai 2000. Il venait juste de commencer à sauter en parachute. Et il est revenu, et nous on était dans un événement, et il m'a demandé, parce que pareil, il y avait beaucoup de pliage, lui il pliait aussi, il m'a dit « Ouais, est-ce que vous voulez que je vous file un coup de main ?» et tout. Du coup, j'ai dit « Ouais. » On avait un ami commun qui m'a dit « Viens sauter avec ce petit jeune, tu vas voir, il a 15 ans, il vole bien. » Et il avait une quinzaine de sauts à son actif. J'ai dit ok, on est parti, on a fait un saut ensemble. Et je me rappelle très bien de ce premier saut, et je me suis tout de suite... moi j'avais à peu près 1000 sauts à l'époque, et je me suis tout de suite rendu compte que il avait un bon potentiel, en tout cas qu'il volait vraiment, qu'il avait un feeling, quoi, qu'il volait super bien. Alors qu'il avait que 15 sauts d'avion, 15 ou 20 sauts, je sais plus. On est devenus potes en fait très rapidement. Il a commencé à plier avec nous, on a commencé à sauter ensemble et il m'avait raconté cette histoire de la première rencontre où il s'était dit « Ah mais ce gars-là c'est un connard ». Et puis finalement l'année d'après, on est devenus potes et puis on s'est plus jamais quittés, quoi. Vous êtes sur les prémices de former un duo, même si jamais ça arrive un peu après. Dans ton livre, tu parles que le saut en duo, en tout cas avec Vince, c'est un peu comme du jazz. Tu compares ça à un solo de musique. Est-ce que tu peux nous expliquer le feeling que tu as avec Vince à ce moment-là? En fait, on a au fil des années, on a sauté tellement ensemble, mais bon, après c'est comme quand t'es au sol, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au sol. Les temps de chute libre ils sont assez courts, donc quand t'es au sol avec quelqu'un, avec n'importe qui, t'as un bon feeling ou t'as pas un bon feeling. Il y a des gens avec qui tu t'entends bien dès le début, dès les premières minutes, et nous on est devenus potes. En l'air ça se passait très bien, on avait un bon feeling. Évidemment on faisait des briefings et des débriefings au sol, mais au fil des sauts, on arrivait à savoir, en lisant en fait l'attitude corporelle de la personne, on arrivait à savoir ce qui allait se passer, comment il allait évoluer, tu vois, comment on allait vraiment bouger l'un par rapport à l'autre. Et donc on se connaissait vraiment très très bien en l'air et au sol. Et en fait, ce qu'on a voulu dire dans le bouquin, c'est que on s'entraînait, notamment quand on était en équipe de France, parce qu'on y viendra après, mais on était en équipe de France tous les deux, mais on s'entraînait sur des choses vraiment très très précises, saut par saut pour progresser sur des moves, sur des tricks, voilà, sur des parties de vol, sur des mouvements de chute libre. Ce qui faisait que quand on sautait, quand on briefait pas les sauts, quand on était en mode impro total, comme ils font en jazz, eh bien on
on était capable d'improviser, de voler autour en faisant des choses très techniques sans avoir besoin de briefer en avance, sans avoir besoin de préparer le vol. Et ça, c'était vraiment un peu l'aboutissement de beaucoup de sauts d'entraînement, de se connaître, d'avoir passé énormément de temps en l'air et au sol, et pour pouvoir faire des impros en fait ultra techniques comme ils font en jazz. C'est pour ça qu'on a fait ce parallèle. Tu rentres du coup en équipe de France. C'est les prémices de l'équipe de France en para, en tout cas, parce que ça n'existe pas avant. En free fly. En fait, l'équipe de France en parachutisme, en fait, il faut imaginer qu'en parachutisme, on a différentes disciplines. C'est un peu comme en ski. Tu vas avoir du ski de boss, du freestyle, tu vas avoir du slalom. Voilà, c'est tout du ski, mais c'est différentes disciplines. Et en parachutisme, on a aussi différentes disciplines qui se passent en chute libre. Et on a aussi différentes disciplines qui se passent sous voile. Donc, l'équipe de France, dans différentes disciplines, existait depuis longtemps. Mais en free fly, comme je te disais tout à l'heure, c'est une discipline récente. Et donc, l'équipe de France, elle a commencé en 2000. Et moi, j'ai intégré l'équipe de France en 2002. Pour les gens qui ne connaissent pas le free fly, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Alors en fait, en free fly, c'est ce qu'on appelle une discipline artistique. On a 7 sauts à réaliser en compétition. Il y a 2 sauts qui sont faits avec des mouvements imposés. Et les 5 autres sauts, en fait, tu présentes une chorégraphie de 45 secondes où tu fais ce que tu veux. Alors ça se passe en équipe de 3. Il y a 2 performeurs, 2 personnes qui volent ensemble et un vidéoman. Et le vidéoman, il fait partie intégrante de l'équipe. Parce que les juges, ils vont mettre leurs notes sur la vidéo que ramène au sol le caméraman. Donc en fait, on part à 3, à 4000 mètres de l'avion. Là, il y a un chrono qui se déclenche. On a 45 secondes pour faire ce qu'on veut. Donc le caméraman va filmer les 2 personnes qui vont faire des mouvements techniques. Et ensuite, au bout des 45 secondes, il y a un arrêt sur image. Et donc, il faut avoir présenté une chorégraphie. Donc, tu commences chaque année d'entraînement avec une page blanche où, en gros, c'est à toi d'imaginer les mouvements les plus techniques que tu peux faire, mais aussi, il faut bien les réaliser parce que dans les critères, il y a la technicité, il y a la réalisation. Donc, des fois, il faut mieux faire des choses un peu moins difficiles, mais que tu réalises bien. Et il y a aussi le cadrage de la caméra. Donc, c'est pour ça que le caméraman fait partie intégrante de l'équipe. Une fois qu'on est posé, il va donner sa vidéo aux juges qui vont mettre leurs notes. Donc c'est un jugement qui est subjectif, c'est de l'artistique. Et voilà comment ça se passe. Toi, tu fais rentrer Vince en équipe de France parce que ton coéquipier, à ce moment-là, part. C'est ça? Voilà, moi j'ai fait 2 ans en équipe avec des gars plus âgés que moi qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont appris la compétition, qui m'ont appris l'entraînement, qui m'ont guidé pendant mes 2 premières années en équipe de France. Et au bout de 2 ans, il y a un de mes coéquipiers qui a voulu arrêter la compète. Et donc, moi, je sautais déjà avec Vince depuis 2-3 ans. Et puis, je savais qu'il avait un potentiel énorme. Enfin, voilà, moi, je lui apprenais tout ce que je savais quand il venait, quand il était en vacances, parce qu'il était encore à l'école. Alors, il venait pendant les vacances me voir, on sautait ensemble. Et puis, j'ai dit à mon coéquipier, donc, qui était plus âgé que nous, je lui ai dit, on devrait prendre ce petit jeune avec nous, quoi. Bon, il savait qu'on était potes, il nous connaissait, évidemment. Et il m'a dit, ouais, mais il est peut-être un peu jeune quand même. Il avait 19 ans et tout. Il avait pas beaucoup de sauts. Je dis ouais, mais en fait j'ai insisté vraiment en disant mais moi je savais que si on nous donnait l'opportunité de sauter beaucoup tous les deux, ça allait être énorme quoi, ça allait exploser. En fait c'est ça qui nous manquait, c'était du temps et des sauts pour voler ensemble. Et donc en insistant, il m'a dit ok, je te fais confiance, vas-y c'est parti. Ce 3e coéquipier Stéphane, il est passé comme caméraman. On a attaqué l'entraînement en décembre 2003 et en septembre 2004, on est devenu champion du monde. Ça a été très rapide. Champion du monde, et vous n'allez pas vous arrêter là. La machine est lancée, vous allez devenir invincible pendant 6 ans. Ouais, voilà, pendant 6 années, donc de 2004 à juillet 2009, on a gagné toutes les compètes qu'on a fait. Donc ça a été 3 championnats du monde, 2 World Games, une Coupe du Monde. Et bon, des compètes nationales aussi, des compètes européennes. Mais ouais, en fait, les championnats du monde en parachutisme, c'est tous les 2 ans. Et donc, on a pu en gagner 3 d'affilée. Donc, c'était énorme parce que toutes les compètes qu'on a fait ensemble, on a eu que des médailles d'or. Et voilà, c'était une machine de guerre. Mais c'était après, c'était des années incroyables parce que on remettait en jeu le titre tous les ans. Ça empêchait pas d'être stressé. On n'a jamais été trop sûr de nous dans le sens où on abordait chaque année en se disant bon voilà, c'est quand même chaud. On savait que les autres s'entraînaient. Nous, on était clairement devenus l'équipe à abattre parce que voilà, quand tu gagnes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, les gars ils sont là, bon, c'est bon quoi. Et puis en fait, on a fini en 2009 les World Games à Taïwan encore avec une médaille d'or et on a fini sur une médaille d'or, donc c'était fantastique. Comment vous vivez cette ascension fulgurante? Parce que c'est un peu nouveau quand même, des titres de champion du monde. Votre vie, elle change à ce moment-là ou pas? Non, notre vie, elle change pas parce qu'il faut imaginer que Enfin, notre vie, elle change pas. Nous, on était dans notre monde en fait. On est vraiment dans le parachutisme. Il faut imaginer que le parachutisme, c'est un sport qui
qui est amateur, donc c'est pas trop médiatisé. Les compétitions, ça rapporte rien du tout. Nous, on était moniteur de parachute, enfin moniteur de chute libre en free fly, à côté des entraînements pour gagner notre vie, donc pour payer notre loyer, pour se payer à manger. Donc on était voilà dans notre milieu du parachutisme, à sauter beaucoup, à donner des cours, à encadrer sur des événements de parachutisme. On était dans notre monde, tu sais, c'est pas parce que t'es champion du monde de para que d'un seul coup, je veux dire, on n'est pas dans le foot, on n'est pas dans des disciplines comme ça. T'es dans ton monde, quoi, tu vois. Donc nous, on était juste passionnés par notre discipline, à s'entraîner tous les ans pour essayer de créer des nouvelles chorégraphies qu'on allait présenter aux juges, créer des choses nouvelles. Et on était vraiment là-dedans parce que c'était, enfin voilà, il y avait un côté hyper créatif qui était hyper intéressant, de vouloir tous les ans faire des nouveaux mouvements, faire des choses plus difficiles, inventer des nouveaux moves. Ça veut pas dire plus dangereux, mais ça en fait c'est juste des mouvements plus techniques en fait en chute libre. Et puis on était juste trop contents de sauter tous les deux. Alors, tous les deux, on était trois, hein, évidemment. On a eu un caméraman. Au bout de 4 ans, on a changé. Il y a une autre personne qui est rentrée dans l'équipe, mais la base de l'équipe, c'était nous deux. Et on était juste, voilà, on kiffait de sauter tous les deux. Et on faisait, dans ces années-là, on faisait entre 1000 et 1500 sauts par an en tout, dont, je sais pas, 7 ou 800 sauts d'entraînement tous les deux par année. Donc c'est énorme. C'était vraiment, on passait nos journées à faire à monter, descendre et à sauter en parachute. Donc c'était un kiff. On kiffait tous les jours, quoi. Ça peut paraître fou, à l'heure actuelle, de pratiquer un sport, d'être le champion dans sa catégorie et de mal gagner sa vie. Tu sais, il y a beaucoup de sports, en fait, qui sont amateurs et qui sont pas forcément rémunérés. On le sait pas forcément parce que ces sports-là, ils sont peut-être pas médiatisés non plus. Mais en tout cas, dans le parachutisme, c'est avant tout un sport de passionné. Tu fais ça parce que t'aimes ça. Nous, on avait la chance en France d'être soutenus par la Fédération française de parachutisme qui met à disposition des athlètes dans les différentes disciplines des budgets pour pouvoir s'entraîner tous les ans et qui payait aussi un billet d'avion pour aller faire la compétition internationale à la fin de l'année. Donc on a eu, voilà, on avait la chance déjà d'être soutenu par la Fédé, ce qui n'était pas le cas dans plein d'autres pays. Les gens pratiquaient les compètes sur leurs propres moyens, ils bossaient à côté, ils se payaient leurs entraînements, ils se payaient... Enfin, tu vois, c'est un sport qui coûte cher et en plus, tu gagnes pas d'argent. Donc nous, on avait la chance d'être soutenus. Déjà, ça nous coûtait... Enfin, en tout cas, les entraînements nous coûtaient rien. Et puis, et à côté de ça, bah voilà, on progressait et on bossait là-dedans pour gagner notre vie. Mais c'était vraiment un délire de passionnés et c'était l'occasion pour nous de progresser énormément et d'atteindre un gros niveau technique en chute libre. Dans ton livre, tu dis que bon, vous êtes 6 fois champion du monde, c'est énorme, mais t'es pas compétitif. Ce qui me faisait vraiment triper, moi, dans le free fly, parce que j'ai connu le free fly avant les compétitions, avant le début des compètes. Et au départ, il n'y avait pas justement ce cadre de compétition. Et le but, c'était juste de voler en 3 dimensions, en fait. Vraiment de voler son corps dans toutes les positions. Et moi, ce qui me plaisait, ce qui m'attirait, c'est de me dire, bah, je vais pouvoir faire ce que je veux de mon corps en chute libre. Je peux voler dans n'importe quelle position, aller à n'importe quel endroit, être précis comme je veux. Enfin, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et en fait, j'ai su assez rapidement, quand les compétitions se sont créées, que le meilleur moyen pour progresser et pour vraiment atteindre un niveau perso, un niveau technique très élevé, c'était de faire de la compète. Parce que tu es structuré, parce que les entraînements sont structurés, parce qu'il y a du volume et parce que tu peux répéter des choses dans le but que le jour où tu fais de l'impro, comme on disait tout à l'heure, là, t'es super précis, tu fais ce que tu veux. Et en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'attirait, c'était l'entraînement. Et pour moi, finalement, la compétition, c'était un peu, voilà, ce qu'on devait, entre guillemets, à la fédération. Enfin, voilà, c'est un peu genre, bon, voilà, tu t'es entraîné toute l'année, à la fin de l'année, faut faire une compète. C'est un peu comme si tu faisais tes devoirs, quoi, tu vois, c'est un peu le truc. Mais j'étais pas forcément, moi, très, très compétiteur. Vince l'était plus que moi. Mais pour moi, c'était pas forcément un moment très agréable parce qu'il y avait du stress, il y avait de la pression, il fallait gérer ça. Donc on le gérait, hein, on a réussi, tu vois, on a réussi. On a appris sur le tas en plus parce qu'on n'avait pas vraiment de coach, on n'avait pas, tu vois, on se coachait nous-mêmes, on a appris par les gars qui étaient avant nous, on n'avait pas de préparateur mental, on était un peu livrés à nous-mêmes. Et malgré ça, on a gagné 6 années d'affilée en gérant une pression. Tu sais, quand tu remets ton titre en jeu d'une année sur l'autre, la pression, elle devient différente. C'est pas pareil la première année que la 6e année, tu vois. Mais c'est vrai que les compétitions, pour moi, c'était un peu genre, bon, allez, vas-y, faut y aller, quoi. Et une fois que c'était fait, ça y est, j'étais soulagé. Et là, on pouvait reprendre une année de compétition, une année d'entraînement, où là, c'était plus le kiff pour moi de m'entraîner, de faire du volume, sauter beaucoup.
Et c'était plus ça qui m'attirait, quoi. En 2009, tu dis stop à la compétition. Ouais. Tu discutes avec Vince. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, en fait, moi, j'avais commencé la compète en 2000. Tu vois, donc ça faisait ma 10e année de compétition. J'en avais un peu marre parce que le cadre de la compète, bon, enfin voilà, au bout d'un moment, ça quand même, c'est un peu répétitif. Même si nous, on était dans des disciplines artistiques et on avait la chance de pouvoir créer une chorégraphie tous les ans. Mais bon, 10 années de compète, c'était un peu long. J'en avais un peu marre, j'avais envie de sortir parce qu'en parallèle de la compétition, on avait commencé la wingsuit. C'est cette combinaison ailée qui permet de planer. C'est quoi, pour ceux qui connaissent pas? Bah, c'est une combinaison en fait qu'on enfile comme un vêtement qui permet de planer dans l'air, qui permet d'avoir des performances, qui permet de glider comme les écureuils volants ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui appellent ça comme ça. On avait commencé la wingsuit, on commençait aussi le base jump. On avait, on faisait du speed riding aussi. C'est les petites voiles avec des skis aux pieds. Qu'on fait l'hiver sur la neige. Et donc, on avait différentes disciplines comme ça qu'on pratiquait. Et en fait, moi, au bout d'un moment, j'avais envie de passer un peu plus de temps à faire ces disciplines-là. La compète, j'en avais un peu marre. Donc, en fait, moi, ça faisait déjà 2 ans que j'hésitais à arrêter. Finalement, bon, on s'est dit, allez, on va jusqu'en 2008 parce qu'il y avait le championnat du monde qui était en France. On a gagné un 3e titre. En 2009, la fédération nous a proposé de participer aux World Games. C'était nos 2e World Games. On s'est dit, OK, on va faire cette compétition à Taïwan. Mais je lui ai dit que moi, je voulais arrêter après cette compète. Et lui, au départ, il voulait continuer, quoi. Il était, forcément, après, il était plus jeune que moi. Il avait commencé un petit peu après. Il avait encore envie de faire de la compète. Je lui ai dit, écoute, si tu veux continuer, on peut trouver quelqu'un. On avait déjà imaginé un jeune, quelqu'un qui pourrait me remplacer. Et puis, s'il voulait continuer, moi, je lui ai dit, voilà, si t'as envie de continuer, vas-y. Hein. Mais finalement, on en a parlé. Et puis, il m'a dit, écoute, moi, j'ai pas envie de continuer sans toi. Si t'arrêtes, j'arrête. Vas-y, je vais pas me taper. Enfin, voilà, il se sentait pas de se faire des années d'entraînement sans moi. Je lui ai dit, écoute, comme tu veux, mais en tout cas, moi, j'ai envie de faire plus de base jump, faire plus de wingsuit, mélanger un peu ces disciplines. Et donc, il m'a dit, vas-y, banco, on a qu'à arrêter. Et puis, on arrête et puis on fait autre chose, quoi. On se lance on avait plein de rêves, plein d'idées et on avait envie de les réaliser, quoi. Donc justement, vous commencez à réaliser vos rêves. Tu reprends les Soul Flyers, qui a arrêté depuis quelques années. Les Soul Flyers, en fait, c'est une équipe qui a été créée en 2003 par Loïc Jean Albert, qui est un des pionniers de la wingsuit. Et au départ, c'était une équipe de 4 personnes qui était composée de 3 base jumpers, un gars qui était en équipe de France de parapente. C'était aussi des anciens compétiteurs en parachutisme, en vol relatif, et des pionniers de la wingsuit. Ces gars-là, ils avaient monté une équipe qui était hors compétition, où en fait leur but c'était simplement en tout cas leur but c'était de réaliser des choses techniques, des vols techniques dans des beaux endroits, mélanger les disciplines et en fait faire de la vidéo, faire du projet vidéo, réaliser des vols, voilà, des jolis vols dans des beaux endroits. Ils ont commencé en 2003, ils ont fait des DVD à l'époque, des vidéos que nous on voyait. Moi j'avais fait équipe avec Loïc en free fly parce que lui c'était un ancien compétiteur. Et ça nous avait inspiré, je m'étais dit c'est génial parce que là ça sortait du cadre de la compète, il n'y avait plus besoin d'avoir des juges qui mettent des notes pour savoir en fait ce qu'on veut montrer, quoi. C'était on est les propres juges, on fait ce qu'on veut. En 2007, il y a un des gars 4 de l'équipe qui malheureusement a eu un accident en montagne et qui est décédé. Loïc s'était blessé et l'équipe s'est arrêtée. Et donc après 2009, quand avec Vince on a arrêté la compète, on s'est dit qu'on voulait se lancer un peu dans des projets, dans la réalisation d'images. Et donc on a eu l'idée de reprendre ce nom, parce que finalement il n'y avait rien d'autre qu'un nom, il n'y avait pas vraiment de... voilà, il y avait juste un nom, un état d'esprit. Vous lui demandez quand même l'autorisation. Vous demandez l'autorisation. On a appelé Loïc, on lui a demandé, on lui a dit écoute, nous on voudrait un peu continuer dans la lancée que vous avez créée, et puis on aimerait potentiellement, est-ce qu'on peut reprendre le nom de l'équipe et s'appeler Soul Flyers et puis relancer l'équipe, quoi. Et il m'a dit avec plaisir les gars, c'était un bon pote et puis il savait qu'on touchait un peu à toutes ces disciplines-là et qu'on était vraiment dans le même, en tout cas dans le même état d'esprit. Donc il nous a dit avec plaisir les gars. Et donc on est parti à s'appeler Soul Flyers à partir de début 2010. Mais on n'avait rien, si ce n'est le nom et de la motivation. Et donc en 2010, on a eu l'idée d'aller sauter en Norvège, en fait, sur les plus grosses falaises en Europe qui sont en Norvège, des murs qui font 1000 mètres, pour aller faire des figures de free fly. Donc en fait, c'était des figures de ce qu'on faisait déjà en parachutisme, des figures de chute libre, mais qu'on voulait pratiquer depuis une falaise, depuis le haut de la falaise. Ça n'avait jamais été fait.
Il y avait 2-3 Norvégiens qui avaient commencé à vaguement faire 2-3 sauts, mais qui s'étaient arrêtés assez rapidement. On s'est lancé dans ce délire-là et c'était vraiment le bon moment pour le faire parce que on sortait de nos années de compétition, on était ultra entraînés. En soufflerie aussi, on avait fait des centaines d'heures d'entraînement en soufflerie. On faisait déjà du base jump depuis... moi, ça faisait 10 ans que je faisais du base jump. Vince, ça faisait 6 ou 7 ans. On s'est dit, on va mélanger tout ça et on va créer ce qu'on appelle le free fly base. En fait, on a donné un nom à cette discipline de l'idée de faire vraiment des figures de free fly depuis des falaises. Et donc, on s'est financé les 2 premières années nous-mêmes, c'est-à-dire en faisant... en continuant à donner des cours de parachutisme, en encadrant des gens sur des drop zones, sur des événements. On a financé nos premiers films, on a travaillé avec Dino Raffo, qui était un réalisateur de films de sport extrême, qui nous a accompagnés gratuitement pour filmer ça, et on n'avait vraiment pas de moyens, quoi. Et en fait, ça a été vraiment énorme, parce que on a fait des sauts hallucinants. La plupart n'ont jamais été reproduits, même encore maintenant, même 15 ans après. Et d'ailleurs, je rencontre encore des gens, c'est marrant parce que je rencontre des gens, mais régulièrement, je rencontre des gens qui me disent « Putain, les gars, les sauts de free fly base de 2010, 2011, 2012, c'était n'importe quoi. Ça m'a donné envie de faire du base, ça m'a donné envie de faire du para. » Enfin, c'était vraiment énorme. J'ai dit, avec le recul, je me rends compte encore plus de ce qui s'est passé. C'était vraiment extraordinaire. Et en fait, à ce moment-là, on avait un objectif, c'était de rentrer chez Red Bull. Parce que on avait des rêves, on avait des idées de projets, des envies, et on n'avait pas de financement. Donc on s'est dit, il nous faut un partenaire qui puisse nous soutenir, en fait. Et donc Red Bull, c'était comme le meilleur sponsor dans les sports extrêmes, une société qui est capable d'investir sur des sports alternatifs, sur des disciplines comme les nôtres. Et finalement, on se dit, nous, on va essayer de rentrer chez Red Bull, quoi. Et on a pris contact avec eux, on est rentré en contact. Ça a pris 3 ans. À partir de 2010, on a commencé à leur envoyer des vidéos et à leur montrer ce qu'on faisait. Et on a signé un contrat avec eux en 2012. Et ça a été le début, là, le début d'une nouvelle aventure, quoi. Donc là, vous rentrez chez Red Bull, la machine est lancée, vous êtes inarrêtable. C'est quoi le premier projet d'ampleur avec Red Bull qui t'a marqué ? Le premier projet d'ampleur avec Red Bull, c'était en 2012, quand on a signé avec Red Bull, on est retourné en Norvège faire des images de free fly base avec on va dire sous les couleurs de Red Bull. Et puis ensuite, on a travaillé sur un projet qui était de sauter à 10 000 mètres au-dessus du Mont Blanc. En fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir réaliser un projet en France. Et on a voulu faire un projet en montagne. Donc, on s'est dit la plus haute montagne de France, le Mont Blanc. En fait, ça a une idée qui a évolué. Mais en fait, l'objectif, c'était faire un saut de free fly, des figures de free fly, donc qui était notre spécialité, au-dessus du sommet du Mont Blanc, ouvrir le parachute à haute altitude et ensuite descendre avec des petites voiles, avec des mini parachutes, descendre tout le Mont Blanc du côté italien, parce que c'était hyper raide. Et donc, ça nous a pris 1 an et demi pour réaliser ce projet-là. Et donc, on a fini par sauter à 10 000 mètres au-dessus du Mont Blanc, faire les figures, ouvrir les parachutes à 6 000, et ensuite faire toute la descente depuis le sommet du Mont Blanc jusqu'à tout en bas de la face italienne. Et c'était, ça, c'était un gros projet. Et voilà, ça s'appelait Red Bull Sky Combo. Et gros projet qui a été réalisé en 2014. Et en fait, en parallèle à ça, on avait commencé, nous, à sauter à Dubaï, parce qu'il y a toute une histoire avec Dubaï aussi. On avait commencé à sauter à Dubaï, parce que le prince de Dubaï avait créé des centres de parachutisme en 2010-2011. On a été invité là-bas pour un peu promouvoir le centre et faire partie des athlètes qui sautaient là-bas. Et Prince de Dubaï nous avait donné l'autorisation de sauter depuis le sommet de la Burj Khalifa. En fait, on lui avait demandé, on a eu la chance de le rencontrer et de lui expliquer ce qu'on avait fait en Norvège depuis les falaises, de faire des sauts de free fly depuis ces falaises, en lui disant, la Burj Khalifa, qui est l'immeuble le plus haut du monde, 828 mètres, on pourrait faire des figures de free fly depuis un immeuble, ce qui n'avait jamais été fait. Et il a vu nos vidéos, il a compris ce qu'on voulait faire, parce qu'il est lui-même parachutiste, et donc il nous a dit, ok les gars, c'est parti, quoi. Et ça, c'était en 2012. Ça nous a pris presque 3 ans. Et donc en 2014, au même moment quasiment où on a sauté au-dessus du Mont Blanc, 1 mois avant, on a sauté de Burj Khalifa à 828 mètres pour faire du free fly et de la wingsuit. Donc ça a été 2 gros projets qui étaient complètement différents, parce qu'il y en a un qui était du parachutisme à haute altitude, dans le froid, moins 50 degrés à 10 000 mètres, avec des combinaisons, de l'oxygène, etc. Et l'autre qui était depuis le sommet de Burj Khalifa, au milieu du désert de Dubaï, au milieu de la ville. Et donc, c'était une grosse année en 2014. Ça a bien, en tout cas pour nous, c'était vraiment énorme de pouvoir enchaîner ces 2 projets-là. Et c'était les 2 gros projets
2 plus gros projets qui sont arrivés avec Red Bull au départ, ouais. Et là, ça cartonne. Les vidéos Red Bull font des millions de vues. C'est un bon indicateur quand même. Ouais, notamment Burj Khalifa, ça a beaucoup tourné. Sur YouTube à l'époque. Et voilà, non, ça a été vu. Après, nous, tu vois, notre objectif, c'était de kiffer, en fait. C'était de réaliser nos rêves, tu vois. C'était vraiment de se taper un délire. On avait l'idée, et comme on avait été inspiré par la compétition, de devoir, comme je te disais tout à l'heure, créer des nouvelles chorégraphies tous les ans. Nous, on se mettait un point d'honneur tous les ans à se dire, on va essayer de faire une chose nouvelle, on va essayer de faire quelque chose de différent, on va essayer de faire des nouvelles choses. On faisait en sorte de faire ces choses-là, nouvelles tous les ans, de faire des choses différentes. Et bien, le fait d'avoir des sponsors comme Red Bull ou comme les sociétés avec qui on a pu travailler à Dubaï, pour nous permettre de réaliser des rêves, c'était vraiment énorme pour nous, c'était un kiff. Alors après, de faire des vues, que ça soit apprécié par le public, c'est un bonus. Évidemment, c'est énorme. C'est trop bien quand les gens ils disent « Ouah, les gars, truc de ouf, c'est trop bien ce que vous avez fait ». Nous, on savait entre nous que voilà, notre rêve, il avait été fait, c'était ça le plus important, quoi. Donc là, vous enchaînez les projets avec Red Bull, ça fonctionne, vous réalisez vos rêves. Et ensuite, il y a un projet qui arrive, toujours à Dubaï, le Jetman. En fait, Jetman, c'est un projet qui a été créé par un ancien pilote de chasse de l'armée suisse qui s'appelle Yves Rossi. Il y a plus de 20 ans, avait commencé la chute libre, commencé le parachutisme. Il avait adoré cette sensation de l'air sur le corps, en fait, qui n'était pas le cas quand tu es dans un cockpit d'avion. Et il avait essayé d'imaginer comment il pourrait rester un petit peu plus longtemps en l'air. Il a bossé pendant 20 ans sur ce projet-là pour finalement développer une aile en carbone équipée de 4 mini-réacteurs qui permettent de voler en fait comme un avion. Donc tu mets du kérosène dans l'aile et tu peux voler à peu près 10 minutes. Donc c'est énorme parce que tu vois, en chute libre, quand tu sautes d'un avion à 4000 mètres, tu fais 45 secondes, 1 minute de chute libre. Si tu es en wingsuit, tu vas faire 2 à 3 minutes. Là, tu peux faire 10 minutes de vol. Donc c'est énorme, tu peux atteindre les 400 km/h, tu peux faire des loopings, tu peux faire des tonneaux, enfin t'es comme un avion de chasse, sauf que tout se pilote avec le corps et t'es attaché, t'as l'aile sur le dos, quoi. Et en fait, il avait rencontré Vince, parce qu'il s'entraînait en Espagne, là où on habitait à l'époque. Vince avait pu essayer cette aile au début, il avait adoré, il m'en avait parlé, il m'avait dit « Mec, il faut absolument que tu essayes ça », parce que en fait, c'était quand même, ça coûtait un petit peu cher de mettre en place tout ça, donc au départ, Vince a été formé par Yves sur ce projet-là. Et puis, rapidement après que Vince ait essayé, le projet a été racheté par Dubaï. Le but, c'était en fait d'avoir un partenaire, d'avoir un sponsor qui puisse faire grossir le projet parce qu'il y avait des évolutions qui étaient possibles, notamment sur le matériel. Il y avait des projets qui étaient à réaliser, des images, voler en formation, etc. Parce que lui, il avait beaucoup volé tout seul à une époque. À partir de fin 2014, on s'est retrouvé à Dubaï à voler avec ces ailes-là pratiquement toutes les semaines. Réaliser des projets. Moi, j'étais en entraînement au départ pour apprendre à voler avec les réacteurs. Vince volait déjà avec les réacteurs. Notamment en 2015, il y a eu une vidéo qui a beaucoup tourné où on voit Yves et Vince qui volent tous les deux avec un A380 de la compagnie Emirates au-dessus de Dubaï. Donc ça, c'est une vidéo qui avait cartonné aussi, qui avait fait des millions de vues. Moi, j'étais en entraînement à ce moment-là, donc je les ai revus. J'étais dans l'hélico, moi je les ai vus du haut. Depuis l'hélicoptère, je les ai vus voler, c'était incroyable. Et l'année d'après, on a volé avec la patrouille de France, quoi. Donc là, c'était encore un truc extraordinaire. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Voler avec la patrouille de France? Pour un parachutiste, pour quelqu'un qui vit dans les airs, tu voles quand même avec le Graal, non? Ouais, c'était fou parce que quand on a commencé le para, on s'est dit, ouais, enfin, tu vois, moi, quand je t'ai dit à l'époque, je voulais être moniteur de free fly, chose qu'on avait réalisée, et puis tu peux gagner des championnats du monde, mais de là à se dire un jour je vais être avec une aile en carbone, avec des réacteurs et voler avec la patrouille de France, enfin ça sonne, c'est un truc de film de science-fiction, quoi. Donc c'était vraiment hallucinant, surtout que nous on n'était pas pilote, on n'avait pas de brevet de pilote à l'époque, on a passé après le PPL, mais on n'avait pas de brevet de pilote à l'époque, et donc se retrouver en vol, avec la patrouille de France, c'était incroyable. On a pu faire 4 vols avec eux et c'était en octobre 2016. Enfin voilà, moi je me rappelle que chaque vol, j'avais les larmes qui venaient dans les yeux parce que t'es en l'air, en train les avions de la patrouille de France qui sont en train de tourner, t'es en train de voler avec eux, t'es comme un petit moustique, t'es tout petit à côté d'un avion de chasse comme ça, tu vois. Et puis t'es en train de voler, tu vois, on était à 280 km/h avec eux en train de tourner autour d'un aérodrome. C'était un truc de fou, quoi. C'était vraiment au-delà des rêves, quoi, au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez des limites? Bah, on a toujours des limites. Après, les limites, c'est la sécurité, en fait. On a toujours, tu sais, dans chaque projet... Après, on a toujours envie d'innover. C'est-à-dire que, voilà, on se dit, ah, on aimerait bien comment on pourrait faire des choses nouvelles, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Mais, tu vois, souvent, les gens parlent de danger, de risque. Le but, pour moi, c'était... Enfin, en tout cas, pour nous, c'était pas de faire des choses de plus en plus dangereuses, de pouvoir innover. Et quand on est dans ces disciplines-là, que ce soit le parachutisme ou encore plus, bon, Jetman, c'est des disciplines récentes, c'est des disciplines où, enfin, il y a encore beaucoup de choses qui se passent, l'évolution du matériel, l'évolution des technologies, l'évolution des techniques de vol. Il y a moyen voilà, de faire des choses vraiment nouvelles. Et donc, on était plutôt dans cet esprit de créativité, de faire des choses, voilà, de faire des choses nouvelles. Et donc, bah, les limites, on s'en donnait pas trop, enfin, pas trop. En tout cas, on se donnait pas de limites dans la créativité, mais plutôt, c'était dans la gestion du risque. Voilà, c'était plus, bah, faire des choses qui soient gérables, mais en essayant d'innover, quoi. Dans tous ces projets, en 2017, vous allez réaliser une performance incroyable. C'est quoi? En fait, on a été inspiré par un des pionniers de la wingsuit, même l'inventeur de la wingsuit qui s'appelait Patrick de Gaillardon. Lui, en 97, il avait sauté d'un avion et il était rentré dans cet avion en plein vol. Et on avait été inspiré par cette performance et on s'était dit un jour on aimerait bien refaire ce truc-là, mais à deux, puisqu'on vole toujours à deux. Et en fait, à force de parler, on a rencontré un pilote, on a rencontré un endroit, enfin en tout cas en Espagne avec l'avion qu'ils avaient avec le pilote. On a commencé à voler en proximité avec l'avion en wingsuit et on s'est dit avec cet avion, avec cet avion et ce pilote, on pourrait rentrer dedans. À force d'en discuter, on avait évoqué peut-être le fait de sauter d'une montagne et Vince a rêvé, il a vraiment eu ce rêve, on sautait de la montagne et qu'on rentrait dans l'avion en plein vol. Et il y a eu vraiment une scène où on était à Dubaï ensemble. Un matin, il se lève et il me dit « Mec, j'ai rêvé qu'on sautait de la montagne et qu'on rentrait dans l'avion, quoi. » Genre ça s'est vraiment passé, tu vois. C'est devenu une obsession. On est retourné à l'endroit en Espagne, on a proposé ce projet-là à Red Bull. Et ils nous ont un peu pris pour des fous au début, mais on a réalisé un entraînement, réalisé des entraînements pour construire de la manière la plus safe possible, pour réaliser ce rêve. En octobre 2017, on a pu sauter d'une montagne, donc d'un sommet à 4000 mètres d'altitude qui s'appelle la Jungfrau, qui est en Suisse. Sauter de la Jungfrau à 4000 mètres. L'avion est arrivé, synchronisé le vol de l'avion avec nous en wingsuit, et on est rentré dans l'avion, tous les deux, l'un après l'autre, en plein vol. Et ensuite, on s'est posé avec l'avion sans avoir eu à déployer les parachutes. Bah, c'était un projet énorme parce que on s'est mis... c'était une année où en fait le projet Jetman avait été mis en stand-by. On avait tout notre temps vraiment pour se consacrer à la préparation de ce projet-là. Ça nous a pris un peu plus de 6 mois. On était en équipe réduite, il n'y avait pas beaucoup de monde. On a beaucoup travaillé avec le pilote de l'avion et puis Yves Rossi, qui était l'inventeur du Jetman, qui était en copilote du Pilatus, de l'avion. Et donc, bah, c'était énorme parce que ce projet-là, il a explosé. On a fait... à l'époque, c'était beaucoup sur Facebook. On avait fait plus de 300 millions de vues en quelques mois. Voilà, bah, c'était vraiment un rêve. Et puis, c'était un projet énorme qui a été énormément... voilà, qui a été beaucoup vu, beaucoup apprécié. Puis nous, bah, c'était un rêve c'était un rêve de fou d'avoir pu faire un truc comme ça, quoi. Durant toute votre carrière, toi et Vince, vous allez dépasser les limites du possible. En fait, c'était quoi vos limites? Et comment on s'entraîne pour faire ça? Mais en fait, ce qui était marrant, c'est que... Enfin, ce qui est marrant... Nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'on avait pu en fait découper vraiment le vol en plusieurs parties et il fallait qu'on s'entraîne. Donc, par exemple, avant de réaliser cette performance, on avait fait à peu près 150 sauts d'entraînement sur un centre de parachutisme avec l'avion pour s'habituer à voler avec l'avion et voler en proximité avec l'avion. C'est vraiment s'habituer à être en l'air avec ce pilote. Ensuite, on avait réalisé des entraînements où on sautait de l'avion et on rentrait dans l'avion en plein vol. Et ça, on l'avait fait 10-12 fois donc pour vraiment s'habituer au mouvement de rentrer dans l'avion. Et ensuite, il a fallu faire des entraînements spécifiques en montagne, donc depuis ce sommet-là, avec l'avion qui arrivait, donc pour synchroniser en fait le vol de l'avion et nous en wingsuit qui partons à vitesse 0, lui il arrivait à 150 km/h. Tout ça, ça a été préparé, ça a été découpé et le but c'était le jour J, quand on était prêt, quand on se sentait à l'aise sur toutes ces phases de vol, de mettre tout bout à bout pour réaliser ces vols. Et en fait, ce qui était vachement intéressant, c'est que quand on faisait du free fly en compétition et qu'on abordait une nouvelle année de compète et une nouvelle chorégraphie de 45 secondes, il fallait faire pareil. En fait, on réalisait des entraînements, on découpait des portions de la chorégraphie qu'on répétait, on faisait du volume. Et en fait, à la fin, on mettait tout bout à bout pour créer cette chorégraphie de 45 secondes. Et là, c'était un petit peu la même chose. En fait, on s'est vachement inspiré de
ce qu'on avait appris en compétition pour découper les bouts d'entraînement, les réaliser, se sentir à l'aise et les mettre ensemble. C'est quoi la sensation quand tu rentres dans l'avion? Quand le projet est enfin terminé et que... Ah bah c'était un truc de fou, on a pleuré, non, c'était complètement dingue, on avait complètement... Enfin c'était extraordinaire, c'était un moment de dingue. Ouais, c'était un moment de dingue, c'était de la joie, il y avait tellement d'intensité, il y avait tellement de stress, il y avait tellement C'était tellement dur, ce truc-là, mentalement, techniquement et mentalement, que de se mettre dans cette mission et de se retrouver à faire ça et à rentrer tous les deux dans l'avion en l'espace de quelques secondes, c'était un moment incroyable. Vous allez avancer du coup sur des projets en parallèle avec Red Bull et Jetman. Vous allez travailler avec Vince sur un projet. Ouais, donc en fait, on faisait vraiment les deux, c'est-à-dire que on avait vraiment toute la partie chute libre, base jump, wingsuit qu'on exploitait Vince et moi, qui était vraiment, qui était resté un peu notre discipline de base, on va dire, qu'on pratiquait tous les deux, au travers de différents projets dans différents endroits du monde, en essayant de faire voilà, des choses nouvelles un peu tous les ans. Et le projet Jetman qui nous prenait beaucoup de temps, on est parti vivre à Dubaï à plein temps pendant 2 ans. Ensuite, ça s'est arrêté pendant 1 an, on a repris. Bon là, je te fais un résumé de voilà, pas mal d'années. Mais finalement, avec l'évolution du matériel Jetman et notamment la puissance des réacteurs, on avait développé une technique de vol en stationnaire, en vertical. C'est-à-dire au lieu de voler à plat ventre, à plat, et de voler comme un avion à l'horizontale, on s'est rendu compte qu'on pouvait voler sur la puissance des moteurs, en stationnaire, un peu comme un hélicoptère. Et en fait, Vince avait vachement poussé cette technique en maîtrisant en fait le vol stationnaire. Et donc en fait, le projet, l'idée, c'était de se dire, un jour, avec la puissance des moteurs et avec la maîtrise de ce type de vol, on pourrait peut-être décoller du sol et se poser sans avoir à utiliser un parachute, juste avec l'aile, quoi. Et donc réaliser une sorte de vol humain autonome, juste avec la puissance des moteurs. Donc c'était le projet, mais le 17 novembre 2020, Vince va avoir un accident. En février 2020, Vince avait réalisé le premier décollage du sol avec l'aile Jetman. Donc en fait, on s'entraînait on était pendu sous une corde, et puis il y a beaucoup d'entraînements qui ont été faits pour maîtriser ce vol en stationnaire près du sol. Et le 14 février 2020, il a décollé du sol. Il est parti en stationnaire, il s'est élevé dans les airs, il est monté jusqu'à 2000 mètres pour faire des loopings, pour faire un vol. Ensuite, ouvert le parachute et se reposer. Donc on va dire qu'il y avait la première partie du projet qui avait été réalisée. Le décollage du sol avec succès avait été fait avec succès. Et juste après ça, il y a le Covid qui est arrivé. Et donc on s'est retrouvés, comme tout le monde, confinement, etc. On était chez nous en Haute-Savoie, on était bloqués, ça a duré des mois, ça a duré tout l'été. Et en septembre-octobre, on est reparti à Dubaï pour reprendre les entraînements, puisque lui, moi j'en étais pas là en fait, parce que j'avais pas atteint son niveau de maîtrise en fait de la verticale, en fait du vol en vertical qu'il avait beaucoup poussé. Moi je me sentais pas de voler aussi près du sol et faire ça, mais lui il était vraiment à fond là-dedans. Donc il m'a demandé de l'accompagner sur ce projet-là et de retourner à Dubaï pour qu'il continue de s'entraîner afin de réaliser l'atterrissage. Donc le but, c'était de réaliser le vol complet autonome, c'est-à-dire décoller du sol, voler en Jetman et se reposer. Alors pas sur le sol, mais le but, c'était de se reposer sur une plateforme qui était à 250 mètres du sol, pour faire une sorte de première étape sans utiliser le parachute. Donc en repasser en stationnaire et se poser en vertical. Et effectivement, c'est pendant ces entraînements en novembre 2020, pendant les entraînements avant de réaliser le projet, qu'il a eu son accident. Ouais, c'était vraiment dans les derniers vols d'entraînement avant de réaliser l'atterrissage. Et donc, il s'entraînait à voler justement à 250 mètres, à peu près à la même hauteur qu'il allait réaliser l'atterrissage en fait sur cette plateforme. Lors d'un vol d'entraînement, pour différentes raisons, il y a eu une perte d'équilibre. Et puis, très près du sol, le parachute de secours n'a pas eu le temps de s'ouvrir, quoi. Tu te rappelles de ce que vous êtes dit avec Vince avant ce saut, avant cet exercice? Pas vraiment plus que d'habitude, en fait. Le truc, c'est qu'il était hyper concentré parce qu'on était tous très concentrés. On savait que c'était un exercice pas facile.
Même les entraînements, ils étaient chauds. Enfin, ils étaient chauds dans le sens... Voilà, il était clairement en train d'explorer une partie du vol humain et en train de faire quelque chose que lui seul maîtrisait. Et donc, il était juste voilà, très concentré, on était tous concentrés. Moi, j'étais en bas, on le regardait voler, il y avait des gens à la radio, il y avait les pilotes d'hélico, il y avait les mondes autour. Il y avait toute une équipe, quoi. Et donc voilà, il était dans son briefing, il était dans sa visualisation mentale très concentré avant de partir en vol, quoi. Tu te rends compte rapidement qu'il y a un problème? Tu le vois perdre le contrôle? Je le vois, mais en fait, à ce moment-là, moi, je pense qu'il va repartir en vol rapidement. Et puis, ça a été très, très rapide. Je crois que 4-5 secondes plus tard, on n'entendait plus, en fait, le bruit des réacteurs. Et là, on s'est rendu compte que... Moi, j'avais baissé la tête à ce moment-là. Enfin, moi, j'avais la caméra dans la main. Et puis, on s'est rendu compte qu'il n'était plus en l'air, quoi. Les secours, ils arrivent rapidement sur place? En fait, c'est nous qui sommes arrivés sur place, parce qu'on était pas très loin il était à quelques centaines de mètres du hangar, donc c'est plutôt l'équipe Jetman. On a couru sur place et puis on l'a vu au sol, quoi. Pour que les gens comprennent, il n'a pas déclenché son parachute de secours. Normalement, c'est les normes, c'est le processus quand il y a une perte de contrôle. Ouais, alors là, il y a plusieurs hypothèses, c'est un peu technique, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'on saura jamais vraiment pourquoi le parachute n'a pas été déclenché assez rapidement. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? À ce moment-là, c'est l'horreur, quoi. Enfin, j'ai perdu comme mon petit frère, mon coéquipier, qui est devant moi dans le sable, dans le désert. On est tous autour et c'est dur. Ouais, c'était horrible. Tu réalises quand même ce qui se passe? Ah bah ouais, on a réalisé, ouais. On a réalisé, mais bon... C'est dur de réaliser sur le coup, mais ouais, on était... Après, voilà, on était une petite équipe, soudée comme une famille, et puis on avait... Enfin voilà, on était là, quoi, mais... Ouais, c'était le pire moment de ma vie, quoi. Qu'est-ce qui se passe les jours suivants, après l'accident? Vous rentrez en France? Vince a été incinéré à Dubaï. On est rentré en France avec sa famille, avec sa femme, les amis et ses cendres. Et puis on a fait une cérémonie pour lui à la Clusaz. C'est là où on s'entraînait beaucoup, on volait beaucoup, à côté de là où on habitait. Et puis voilà, c'était l'hiver, quoi. C'était... le début d'une nouvelle période qui était pas cool. Toi et Vince, vous aviez déjà parlé de la mort ou pas? Non, on n'en avait pas parlé parce qu'en fait, on savait que c'est quelque chose, on savait, quoi. On accepte les risques des choses qu'on fait, mais on faisait vraiment en sorte de toujours bien se préparer, de toujours faire attention, gérer les risques et de pas faire des choses. Et donc, on n'avait pas eu de conversation ensemble à se dire... s'il m'arrive quelque chose et tout, parce que pour nous, c'était pas une option, en fait. On avait déjà perdu des copains et on avait déjà été à des cérémonies, mais bon, après, entre nous, c'était différent et on se disait en tout cas, on faisait attention à ce que ça n'arrive pas, quoi. Mais bon, c'est un risque qu'on acceptait aussi, quoi. C'est quoi ton rapport à la mort? Dans ton livre, tu dis qu'elle est omniprésente tout le long de ton parcours. Bah oui, elle est omniprésente. Après, moi, j'ai perdu, c'est vrai qu'au fil des années, pas mal de potes. Enfin, pas mal de potes, ouais, non, si, la liste, elle est quand même assez longue, surtout quand tu fais du base jump, de la wingsuit, où c'est des sports, voilà, c'est des disciplines qui sont engagées. Notamment la wingsuit en montagne, le base jump en montagne, c'est pas encadré, donc il y a des gens qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Enfin, voilà, donc c'est... Le fait est que j'ai perdu pas mal de potes. Moi, en tout cas, pour l'instant, ça m'empêche pas de continuer à voler, quoi. Quoi, le plus dur à ce moment-là, c'est que toi, tu fasses ton deuil ou d'accompagner les autres dans ce deuil-là? Ben, les deux. Accompagner les autres, c'est dur. Faire son deuil, c'est dur. Après, moi, c'est sûr qu'avec Vince, ça a été vraiment très particulier parce qu'on a passé 20 ans. D'ailleurs, en mai 2020, on fêtait nos 20 ans de vol ensemble. Donc, on était sur le point de... On voulait faire un film, en fait, sur l'ensemble de notre carrière. Et pour fêter un peu nos 20 ans de vol. Et c'est sûr que ma vie, elle est plus pareille, quoi. Après, on avait tellement l'habitude d'évoluer en binôme, de réfléchir à deux, d'évoluer à deux, de gérer les risques à deux, d'imaginer les projets à deux. C'est une autre vie, quoi.
T'as peur d'avoir peur de ressauter? Non, non, j'ai pas peur de ressauter, mais en fait, il faut juste faire la part des choses. C'est-à-dire que Vince, ce qu'il faisait, c'était quelque chose de très particulier. Comme je te disais, moi, j'avais pas le niveau de faire ce qu'il faisait en vertical, en stationnaire. C'était quelque chose, il était seul au monde à faire ce genre de pratique. Et pour moi, ça ne remettait pas en question. Le projet Jetman, c'est quelque chose de très particulier. C'était des prototypes d'ailes. Enfin, je veux dire, on était vraiment dans un truc hyper pointu. On n'était que 3 au monde à voler avec ces ailes-là. Pour moi, ça remettait pas en question les années de vol en wingsuit, en base jump, en parachutisme, toutes ces techniques qu'on avait développées, ce niveau qu'on avait atteint en s'entraînant pendant toutes ces années. J'avais toujours envie de voler. D'ailleurs, j'ai ressauté pas longtemps après, hein, je crois que peut-être 2 semaines après, j'ai dû ressauter avec des potes pour lui rendre hommage. Puis après, on en a fait plein pour lui d'ailleurs, mais moi, j'avais envie de sauter. En fait, à ce moment-là, j'avais même eu des discussions avec des gens qui m'ont dit « Ouais, si tu veux t'arrêter, fais une pause, réfléchir et tout. » Mais bon, à un moment, j'étais là, je vais m'arrêter, je vais faire quoi? Je vais être dans mon canapé à broyer du noir et à me dire « Merde ». Enfin, tu vois, c'est donc... Enfin, je sais pas, en tout cas, chacun est différent. En tout cas, pour moi, j'avais envie de voler parce que c'est là où je me sens bien, aussi en l'air. Quand tu voles, t'es vraiment dans l'instant présent, t'es en train de penser à ton corps, à ta vitesse, à ce qui se passe en chute, t'es en train de partager quelque chose avec les gens, parce que moi, j'aime pas voler tout seul, j'aime bien partager en l'air les vols avec les potes ou avec ma femme. Et voilà, j'ai eu envie de continuer tout de suite après, quoi. Et aussi parce qu'on avait des projets, on avait des choses qu'on avait commencé avec Vince. Et je me suis mis aussi à un point d'honneur à les finir. Bah voilà, on avait l'habitude en fait de se fixer des objectifs et de se dire on va aller au bout des choses, quand on disait on va faire ça, on le faisait. Et on avait réalisé au fil des années plein de projets et je m'étais dit ben voilà, je veux aller au bout des choses pour honorer notre parole et si je dois le faire tout seul, je le ferai tout seul, quoi. Tu dis exactement finir ce qu'on avait commencé. Ouais, c'est ça. C'était quoi justement ces rêves? Bah, j'ai fait une liste en tout cas des projets qui étaient en cours, des projets qui nous tenaient à cœur, des choses sur lesquelles on avait commencé à s'entraîner, ou voire même d'autres projets. Par exemple, l'écriture d'un livre. On avait commencé ce projet ensemble quelques années auparavant. Il y avait un ami journaliste qui nous avait proposé d'écrire un bouquin pour raconter notre vie. On n'avait pas pu le terminer. Et donc ça faisait partie des projets, en tout cas les rêves, les choses qui nous tenaient à cœur et qu'on voulait réaliser tous les deux. J'ai voulu le faire autant, voilà, le plus possible de réaliser ces rêves, quoi. Donc justement, tu vas sortir ce livre, La vie en l'air. Voilà, ce livre, en fait, c'est en 2022, j'ai eu la proposition de Robert Laffont d'écrire un bouquin. Et forcément, quand ils m'ont demandé, j'ai tout de suite accepté parce que c'était un projet qu'on avait commencé avec Vince. Malheureusement, j'ai dû le faire seul. C'était un rêve qu'on avait tous les deux et j'ai voulu aller au bout de ce rêve et écrire ce livre, quoi, pour raconter notre vie et pour lui rendre hommage. On mettra le lien du livre dans la description de la vidéo si les gens veulent l'acheter. Ensuite, tu relances les Soul Flyers, tu t'arrêtes pas. Voilà, comme tu dis, tu veux rendre hommage à Vince. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de continuer à voler. J'ai jamais aimé voler seul. Pour moi, les Soul Flyers, c'était un état d'esprit avant tout. C'était des délires entre potes. Vraiment, imaginer des vols, imaginer des projets. Et évidemment, il n'y a aucun sens de faire équipe tout seul. Enfin, on volait déjà depuis pas mal d'années avec d'autres copains, notamment avec 2 potes proches avec qui on avait passé beaucoup de vols, notamment les dernières années. Et je leur ai proposé de me rejoindre en fait dans l'équipe Soul Flyers pour qu'on puisse continuer à porter ce nom, en fait, continuer à évoluer dans cet état d'esprit, continuer à être en équipe, parce que pour moi c'est important d'être en équipe, en fait. J'avais vraiment pas envie de me retrouver seul. Alors après, on n'est jamais seul dans les projets parce qu'il y a une production autour, il y a des trucs, il y a du monde, mais imaginer les projets ensemble et puis aborder les risques, aborder les difficultés, tout ça, imaginer les vols ensemble, ne serait-ce que pour la sécurité, c'est hyper important parce que chacun donne son opinion, tu évalues les risques, tu imagines les vols et ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait qu'avec Vince, on a pu aller aussi loin parce qu'on était tout le temps en train déjà de se partager les techniques, se partager les choses qu'on avait apprises, se tirer vers le haut, se freiner aussi parfois quand il y en a un qui voulait faire un truc et que l'autre trouvait que c'était un peu trop chaud. On a continué avec le nom Soul Flyers, on continue en équipe depuis
Depuis quelques années maintenant, voilà, le but c'est de continuer de kiffer, continuer de faire des belles choses en l'air, de rendre hommage à Vince. Pour moi, c'est aussi un hommage, en fait, tous les jours, chaque vol, chaque projet, chaque événement, c'est de continuer, en fait, à faire ce qu'il aurait aimé faire. Parce que s'il avait été là, il aurait aimé le faire. Parfois, j'ai pas trop l'énergie pour faire des trucs où je me dis, ah... Mais bon, je sais que Vince, c'était une boule d'énergie, c'était vraiment, il avait la grosse patate pour faire plein de choses, et je pense à lui et je me dis, putain, s'il était là, c'est sûr qu'on irait faire ci, on irait faire ça. Donc, j'ai envie de continuer à voler pour lui. Comme on disait, tu sais, quand on faisait des interviews, souvent avec Vince, il disait, ouais, enfin, même lui le disait beaucoup, il disait, ouais, on continue à voler pour nos potes qui sont plus là, parce que voilà, on en a perdu des potes, et je continue à voler pour lui, et on continue à voler en équipe, quoi. On continue à porter ce nom, et on continue à kiffer, quoi. Tu penses encore à Vince quand tu voles? Ah bah tous les jours. Je pense à lui tout le temps. Je pense à lui tout le temps. Je veux dire, c'est une partie de ma vie, c'est un morceau de moi qui est parti avec Vince, donc c'est quelque chose qui est, voilà, qui est indissociable. Il est toujours avec moi en l'air. Maintenant, j'ai la chance de pratiquer aussi toutes ces disciplines avec ma femme, qui est aussi une ancienne compétitrice de haut niveau en parachutisme, qui s'est formée au base jump, à la wingsuit, avec qui je fais aussi des super vols. Et elle est aussi importante dans la motivation que j'ai de continuer à voler. Parce que, comme je te le répète, moi, j'aime pas voler seul. C'est vraiment un truc que je partage avec les potes et avec elle. Et donc, c'est trop cool de pouvoir passer des bons moments en montagne ou sur les drop zones avec elle, partager des vols techniques, continuer à progresser, la voir progresser. Et puis voler avec mes potes, réaliser, imaginer des projets. On a encore le soutien des partenaires. Moi, je travaille encore avec Red Bull et en fait, le but, c'est en tout cas, mon but, c'est de continuer à kiffer, à innover tant que possible et à se faire plaisir en l'air, quoi. Aujourd'hui, tu as 45 ans. Est-ce qu'il y a un âge limite pour sauter en parachute? Est-ce que toi, tu te fixes un âge pour terminer ta carrière de sportif de haut niveau ou pas? Moi, je me dis que tant que j'ai l'envie, tant que j'arrive à réaliser mes rêves et que j'ai envie de le faire surtout, tant que physiquement je peux continuer, j'ai envie de continuer à kiffer. Et puis après, je me dis, voilà, ça peut s'arrêter aussi, hein, tu sais. Il suffit que, je sais pas, le jour où tu vois, tu considères que les risques que tu prends sont trop importants par rapport au plaisir que tu en retires dans ces disciplines, voilà, ça peut évoluer. Pour l'instant, j'ai toujours envie de kiffer en l'air. J'ai toujours envie de faire des trucs, d'avancer dans les projets. Donc, pour l'instant, je pense pas à la retraite. Tu trouves que t'as encore la caisse, du coup? Ouais, ça va. Et sinon, t'as déjà réfléchi à une reconversion plus tard? J'aime beaucoup faire des conférences. Ça, c'est une forme de reconversion que j'aime bien, parce qu'on avait commencé avec Vince à intervenir pour des entreprises, intervenir en conférence. 2017, quand on a fait le projet Door in the Sky, quand on a sauté de la falaise et qu'on est rentré dans l'avion en plein vol, c'était un gros morceau aussi. Ça a fait beaucoup parler de nous. Et on a eu pas mal de demandes. Et en fait, on s'est fait former à ça et on a pris du plaisir à faire ça. Je continue à en faire. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant parce que c'est une manière d'utiliser mon expérience, de ce que j'ai pu apprendre au fil des projets, au fil de cette vie en l'air, pour inspirer des gens, pour motiver des gens, pour leur envoyer des messages inspirants. Et puis c'est une manière aussi de gagner sa vie sans prendre de risques. Donc c'est une évolution. Je veux dire, si demain il m'arrive quelque chose, un accident ou quoi que ce soit, j'imagine que c'est quelque chose que je pourrais encore faire. Est-ce qu'aujourd'hui ta liste de rêves, t'as coché toutes les cases ou pas? Non. C'est quoi les prochaines? Je peux pas tout dire. C'est des secrets. Et enfin, pour terminer, c'est quoi ta plus grande fierté? C'est d'avoir pu passer toutes ces années-là à vivre de ma passion, en fait. Je pense que c'est ça la fierté. Et puis d'avoir pu passer autant de bons moments, par exemple avec Vince, avec mes coéquipiers, en tout cas partager autant de bons moments en l'air et aussi au sol pendant toutes ces années grâce à cette passion. Donc voilà, c'est une fierté d'avoir pu de pouvoir continuer aussi longtemps dans cette passion, quoi. Là, on est face caméra. Tu peux te confesser, tu peux dire des choses. Tu peux laisser ton empreinte à travers cette interview, c'est aussi ça qui est intéressant. Est-ce que tu aurais un message à donner à quelqu'un pour terminer? Est-ce que tu aurais un message à transmettre? Le message, en tout cas, qu'on aimait donner,
que j'aime toujours, mais qu'on aimait donner avec Vince, c'était pas, on va dire, les meilleurs élèves et tout, mais on avait réussi à atteindre nos rêves. Moi, c'est le message que j'ai envie de donner, c'est si t'es passionné de quelque chose et si t'as envie de réaliser des rêves, vas-y. Et que parfois, même si tes parents ou tes profs à l'école ou n'importe qui te dit ouais mais bon ça c'est chaud, ça c'est risqué, ça c'est machin, ça marche pas. Si t'as vraiment envie de le faire, si t'as quelque chose en toi et que t'as vraiment la motivation, t'as envie de le faire et tu sens que c'est la bonne chose à faire, moi je conseille aux gens de suivre leurs rêves, même s'il faut prendre des risques. Quand on a une passion, il faut le suivre à fond et voilà, faut y aller quoi. Et à Vince, tu lui dirais quoi? Je lui dirais que je pense à lui et qu'il est avec moi tous les jours. Merci Fred. Merci à vous.